Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir. Alors, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute. Salut Fatou. Hello Yannick. Comment vas-tu? Écoute, ça va, très heureuse d'être ici, en forme. Un peu fatiguée de mon anniversaire de ce week-end, mais ça va. Joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup. Franchement, merci. Merci d'être là, Oui. d'avoir choisi Ami Parcours pour te présenter, pour parler de ton parcours et inspirer les jeunes et les moins jeunes à se lancer et à croire en leur parcours de vie et à se tourner vers leur mission de vie. Écoute, merci à toi surtout de me donner cette opportunité. Et moi, c'est toujours un plaisir si je peux aider des personnes à avancer de par mon histoire. Let's go. Ok. Donc, c'est parti. La première question, c'est si tu devais résumer ton parcours en 3 mots, lesquels seraient-ils? Difficile. Persévérance et j'hésite. Et force. D'accord. Difficile, persévérance et force. Ouais. Pourquoi difficile? Difficile parce que j'ai eu un parcours de vie. Bon, ma vie est loin d'être finie, en tout cas j'espère. Mais pour l'instant, du haut de mes 27 ans, j'ai eu un parcours assez compliqué, on va dire. Ça a commencé d'une manière un peu difficile, étant petite. Je sais pas si je rentre dans les détails maintenant. On t'inquiète, on en parlera, donc comme tu veux. Ça marche, avec pas mal de soucis de santé qui ont causé du coup des soucis physiques et mentaux, pardon. Donc, ça n'a pas toujours été facile de me trouver. Malgré tout, là on en vient à persévérance. Malgré tout, j'ai su persévérer et essayer de toujours me sortir des difficultés en pensant au positif. Donc, et dans cette persévérance, je me suis souvenu de ma force et me souvenir que j'ai eu cet accident quand j'étais petite, mais c'est aussi ça qui fait ma force. Et cette force, c'est ce qui me permet de continuer à voir le positif, à être heureuse en fait. Souvenir que cet accident, il fait la force que j'ai, il fait la femme que je suis aujourd'hui. Donc voilà. D'accord. Persévérance, pourquoi persévérance? Persévérance parce que plusieurs fois, j'ai eu envie Des fois, on a vraiment envie d'abandonner quand on a plusieurs choses comme ça compliquées dans la vie à gérer. Et je me suis toujours dit, persévère. Si tu as vécu tout ça, c'est que tu es capable de l'endurer. Rien n'arrive par hasard. Persévère. C'est un peu comme quand on est au début d'un tunnel tout noir. On se dit, ouais, mais non, je peux pas rentrer là-dedans, il fait noir et tout. Mais on sait qu'au bout, il va y avoir une lumière. On sait pas dans combien de temps, on sait pas je savais pas ce que j'allais rencontrer peut-être dans le tunnel, mais je sais qu'au bout, il y a une lumière. Donc, je persévère, j'avance. Et je sais que je trouverai la lumière au bout du chemin. Génial. Ok. Et le dernier, c'est force. Et permets-moi juste de dire une chose quand même. C'est fou parce que quand je pensais à toi en préparant le podcast, je me suis dit, il faudra qu'on parle du terme que je lis à toi, une expression que je lis à toi, c'est force de caractère. Ouais. Ok, bon, dis-moi, après on reviendra, on en parlera. Ça marche. Ouais, justement, en fait, j'hésitais pour le mot, je voulais carrément dire force mentale et force de caractère. Je me suis dit, mais c'est pas un mot, donc j'ai dit force pour regrouper les deux. Ok. Parce que, comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup de soucis physiques de santé et beaucoup de soucis mentaux aussi. Okay. Et pour surmonter tout ça, on est obligé d'aller puiser dans sa force intérieure, que tout le monde a. Tout le monde a cette force, mais pour certains, c'est plus dur d'aller la chercher. Mais moi,
je sais que c'est vraiment quelque chose qui me définit. Je sais que quand on me voit, on voit une guerrière, on voit quelqu'un de fort. Alors, j'ai aussi mes moments de faiblesse, comme tout le monde, évidemment, c'est important. Ouais. Mais je fais en sorte de toujours me dire que je suis forte. Parce que quand je suis forte, bah, j'arrive à trouver des solutions et j'avance, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Ok, donc du coup, là, on a parlé, du coup, tu as résumé le parcours. Parle-moi un peu de toi, présente-toi, qui est Fatou Alors, moi, du coup, c'est Fatou, Fatoumata, mais bon, tout le monde m'appelle Fatou. Ok, Karaba, pour certains aussi. oui. J'ai 27 ans depuis peu. On va dire que je suis quelqu'un d'assez solaire, dynamique, assez faux-folle aussi, on peut le dire, mais aussi très sensible, avec beaucoup d'empathie. Et dans la vie, bah, je suis athlète de haut niveau. Je fais de l'athlétisme, plus particulièrement du saut en hauteur, à haut niveau. Je suis née en Guinée, ma maman est guinéenne, mon papa est béninois. Donc, je suis métisse, on peut le dire. Voilà. Et quoi d'autre? Dans la vie, je me développe en tant que coach en développement personnel. Ok, Ça, c'est surtout dû à tout ce que j'ai vécu, cette envie d'aider les autres à aller bien comme moi, j'ai su aller mieux. J'ai toujours aussi une petite passion pour l'événementiel ok, que je garde dans un coin de ma tête. Voilà. Ok. C'est là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Bon, pour l'instant, j'ai pas encore bien creusé, mais je sais que l'événementiel, c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis aussi. Et je suis maman d'un petit chat. Oh, félicitations. Il s'appelle comment? Elle s'appelle Happy. Elle s'appelle Happy. Oui. Oh, génial. J'aime Ouais. beaucoup le nom. Ok, d'accord. Donc, tu as dit que tu es né en Guinée. En Guinée. Donc, fin des années 90, c'est ça? En Ou début 97. 97, Yes. ouais, c'est ça. Ok, oui, 27 ans, oui, c'est ça. Ok. Et comment était ton enfance en Guinée? T'es né à quelle Guinée déjà? Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, Ouais. ok. Et comment Alors, était ton enfance en Guinée? On va dire que de ce qu'on m'a dit, j'étais une petite enfant toujours souriante, toujours pleine de vie. Voilà, je pleurais pas beaucoup. Et puis, donc tout allait bien. Et puis, à mes 18 mois, en fait, j'ai eu un accident assez grave. Enfin, c'est pas assez, c'est grave. J'ai ingéré, en fait, de la soude caustique, donc un acide Oui. qui m'a complètement brûlé l'œsophage. C'est un accident domestique, hein, parce que là-bas, ils utilisaient ça pour faire du savon. Oui. Donc, c'est un peu laissé à portée de main des enfants comme ça. D'accord. Et moi, voilà, petite fille de 18 mois qui tombe sur un liquide qui ressemble à de l'eau. Voilà, ça a pas loupé, je l'ai ingéré. Et bon, du coup, ça m'a complètement brûlé l'œsophage. Donc, ça a été très compliqué. Ça a vraiment été le parcours du combattant au début. Ce qui s'est passé, c'est que je pouvais plus du tout m'alimenter par la bouche. Donc, on a installé une sonde gastrique, ça s'appelle, en fait, c'est un tube qui est directement lié à l'estomac. Et en fait, on m'a ingéré la nourriture comme ça, donc je ne m'alimentais plus par la bouche. Je reprends mon souffle. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces mois-là où j'étais en Guinée, et clairement, on peut dire que je me battais entre la vie et la mort, hein, parce que c'était très compliqué, j'avais très mal. Là-bas, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour me soigner. Et en plus, il y avait aussi le côté financier, parce que c'est pas comme en France, on n'a pas couverture sociale et tout, etc. Et donc, mon oncle et ma tante, donc j'en parlerai sûrement un peu plus après, qui m'ont élevé en France. Alors non, pardon. C'était pas mon oncle et ma tante, c'était les enfants de mon oncle et ma tante qui étaient en voyage en Guinée et qui m'ont vu, en fait, qui se sont dit, on peut pas laisser cette petite fille dans cet état, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, ils ont appelé mon oncle et ma tante justement en France. Ils ont dit, il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse venir cette petite en France pour qu'elle se fasse opérer. Donc, ça a vraiment été très compliqué parce qu'il fallait m'obtenir un visa. Et on n'obtient pas des visas comme ça facilement. Oui. Et donc, ça a été un parcours du combattant. Beaucoup de gens nous ont aidés, voilà. Et finalement, j'ai réussi à avoir un visa et je suis arrivée en France en août 99. Donc, c'est quand même passé quelques mois avant que je puisse arriver.
Et le 16 septembre 99, je me fais opérer en France. D'ailleurs, c'est une date que j'ai gravée sur ma peau. Oui. Et donc, le nom de l'opération, c'est une nosocoloplastie. Oui. On m'a fait une greffe de l'œsophage. Donc, on a pris un morceau de mon intestin pour mettre à la place de l'œsophage. Pardon pour le côté un peu gore. Mais bon. Non, t'inquiète. Voilà. Et donc, forcément, il y a eu beaucoup de complications parce qu'une greffe, des fois, c'est un peu compliqué. Toutes les semaines, non, même pas au début, c'était plusieurs fois par semaine. Il fallait, en fait, réagrandir mon œsophage parce qu'il se rétrécissait. Donc, la nourriture ne passait pas, je faisais des fausses routes. Beaucoup de pneumonie, ça allait dans les poumons. Donc, au début, c'était très compliqué. Petit à petit, ça a été toutes les semaines, après tous les mois, après tous les ans. Et aujourd'hui, ça y est, on n'est plus à l'hôpital. Mais c'est vrai que mon enfance, beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, beaucoup de différences avec les autres enfants, parce que du coup, j'avais pas mes parents ici. J'ai une petite fille noire dans un environnement principalement entouré de personnes avec la couleur blanche. Donc bon, ça aussi, ça peut jouer. Beaucoup de problèmes d'identité, avec ce côté élevé en France, mais né en Afrique. Voilà, c'était tout ça qui a joué. Mes cicatrices aussi. Voilà, les enfants, ils comprenaient pas forcément pourquoi j'avais des cicatrices comme ça sur le ventre. Et bon, ils se moquaient parce que bon, quand on est enfant, on se rend pas compte. Et moi aussi, je me rendais pas compte que il y avait rien de grave à avoir des cicatrices. Mais voilà. Donc, la primaire et le collège, ça a été vraiment compliqué. Si je peux juste me permettre, tu as dit que tes cousins, c'est ça, qui ont fait un voyage à Conakry. C'est ça. Du coup, tu vivais à Conakry? Oui, c'est ça. Oui, je suis née à Conakry. Donc, tu étais en zone. En fait, l'accident a lieu en zone urbaine. C'est ça. Ok, exactement. D'accord. Ok. Et ils avaient quel âge quand ils sont venus à Conakry, qu'ils t'ont vu comme ça? Ils devaient avoir à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui, 27, un peu moins de 30 ans, quoi. C'est des grands enfants, donc du coup, qui sont. Oui. Okay. Oui, non, parce que ça m'a quand même surpris cette présence d'esprit-là de dire à ton oncle, à ta tante. Oui. Donc, tu vois, ça aurait pu être des gens très précoces aussi. Non, mais je voulais me poser la question. C'est ça. Ok. Ensuite, donc, tu parlais donc du regard des autres, l'aspect identité, tout ça. D'accord. Et dans quelle ville, où est-ce que tu as grandi quand tu arrives en France? Aury-la-Ville, dans le 60, à côté de Creil, Chantilly. D'accord. Ok. Et comment c'était d'avoir grandi dans cette zone-là? C'était un peu compliqué parce que c'est une zone où il n'y a pas forcément beaucoup de noirs, faut le dire. Oui. Et moi, pour préciser, mon oncle, c'est le frère de ma grand-mère, donc il est noir, et sa femme est blanche. Donc c'est elle qui m'a surtout beaucoup élevée, et donc elle est blanche. Et du coup, elle m'a pas forcément, entre guillemets, préparée aux épreuves du racisme, par exemple. Alors, je ne lui en veux pas du tout, mais moi, je me suis pas forcément rendu compte que oui, j'étais différente des autres de par ma couleur de peau, mais que c'était pas négatif. C'est juste, voilà, il y a des personnes qui sont noires, des blancs, etc. On est tous différents, mais chaque personne dans sa différence, a sa positivité. Et moi, je voyais juste le fait d'être différente en tant que noire comme quelque chose de négatif. Jusqu'à un jour, j'ai dit à ma tante en maternelle, est-ce que c'est parce que je suis noire que je mange mal? Alors que ça n'avait rien à voir, c'est parce que j'ai eu mon accident. Donc c'est la preuve que quand j'étais petite, j'ai associé vraiment ma couleur de peau à mon accident. Oui, et à l'aspect où tu étais malade et tout ça. Exactement, alors que ça n'avait rien à voir. D'accord. Mais tu sais, je me permets. Bien sûr. De plus en plus, avec le temps, j'ai l'impression que le racisme et le fait, la prise de conscience qu'on est noir arrive parce qu'on quitte l'Afrique et qu'on arrive en Europe. C'est ça. Et parce que moi-même, je suis né au Togo. D'accord. Je suis venu à l'âge de 10 ans. C'est vrai que quand on y pense, et quand j'y pense personnellement, c'est vrai que, bon, tu es en Afrique, voilà, vous connaissez, les gens connaissent le continent africain, et il y a que des Noirs, pour la grande majorité, et même si c'est vrai que, pour la petite histoire, un des meilleurs amis de mon père était blanc, et était normand, il vivait au départ, il vivait à Lomé, après il a déménagé, il vivait en Normandie. Mais c'est vrai que les premiers faits de racisme et de la prise de conscience
qu'on est noir et qu'on est forcément différent des autres et que surtout que l'autre ne nous accepte pas totalement. Exactement. Certains, en tout cas des autres, Oui. ne nous acceptent pas complètement comme on est. C'est quand on arrive en Europe. C'est ça. C'est Ok. clair. Ou en Occident. Oui. Ouais. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, je sais plus. Excuse-moi, oui, tu parlais justement de cette prise de conscience de la vie à Creil et à Ori-la-Vie. Ah, la vie, ouais. Et voilà, du coup, dans cette primaire et ce collège, le collège n'était pas à Ori-la-Ville, mais c'est juste à côté, la Chapelle-en-Serval. Oui. Ça n'a pas été forcément facile de trouver mon identité. Je savais pas vraiment qui j'étais, en fait, tout simplement. J'étais une petite fille, une jeune femme, du coup, au collège, différente de par plusieurs choses. Mais en fait, ce que je comprenais pas, c'est que tout le monde est différent. Tout le monde a son histoire, tout le monde a vécu des choses. Mais moi, j'avais l'impression d'être vraiment à l'écart des autres. Et je voyais pas le positif dans mon histoire. Je voyais juste que j'avais eu cet accident, que j'avais pas mes parents, que j'avais des cicatrices. Enfin, je voyais vraiment que ça. Et c'était très dur. Je sais que je me souviens qu'au collège, je mentais beaucoup. Je racontais des choses sur moi parce que j'avais besoin de faire croire des choses, de faire croire qu'il m'arrivait des choses de fou, parce que j'avais besoin de me sentir aussi valorisée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai conscientisé vraiment très tard. Enfin, il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais en fait, je mentais beaucoup. Mais voilà, en même temps, ça peut se comprendre parce que j'avais tellement l'impression d'avoir du moins par rapport aux autres que j'avais besoin de me rajouter du plus. Ok. Et voilà. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure d'handicap suite à l'accident, d'handicap physique et mental. En fait, c'était quoi? Comment ça se traduit l'handicap mental? Alors mentalement, je dirais que, alors je crois que j'ai plus employé le mot séquelles. Oui. Peut-être. D'accord. Ok. Oui. Voilà. Séquelles. Pardon. C'est vrai que. Non. Oui, y a pas de souci. En fait, c'est-à-dire que mentalement, le fait d'être entre deux identités comme ça m'a vraiment causé un manque de confiance en moi parce que je voyais que le négatif, comme je disais. Je n'arrivais pas à savoir qui j'étais. Et pour avoir confiance en soi, il faut savoir qui l'on est. En même temps, comment avoir confiance en une personne qu'on ne connaît pas? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut appliquer à soi-même. Je ne me connaissais pas et donc, je n'avais pas confiance en moi. Pour moi, il n'y avait que du négatif en ma personne, que ce soit mentalement et physiquement, parce que j'accordais beaucoup d'importance à mes cicatrices. Pour moi, elles prenaient beaucoup trop de place. Et donc, physiquement, je ne m'aimais pas. Manque de confiance en moi, manque d'estime aussi de moi-même. Problème identitaire. Donc tout ça, pour moi, ce sont des séquelles importantes et des traumatismes parce que quand je suis partie en France, ma maman, elle m'a déposée avec un inconnu. J'ai pris l'avion. J'avais 2 ans. J'ai pris l'avion. Je suis arrivée dans un pays avec plein de gens avec la couleur de peau blanche. J'ai dû me dire, enfin, je me souviens pas, mais la petite fille que j'étais a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère m'a abandonnée, m'a mis dans un avion, je sais pas avec qui. J'arrive dans un univers que je connais pas. Et je pense que la petite fille que j'étais a vraiment dû vivre ça comme un abandon, quoi. Je pense que la petite fille que j'étais a vraiment dû en vouloir à ma mère parce qu'elle a dû se dire, mais en fait, elle m'a abandonnée, elle m'a envoyée je sais pas où. Peut-être même qu'il y a eu ce côté où, en fait, elle ne m'aime pas. Je suis pas la petite fille qu'il faut. Et ça, en fait, je l'ai conscientisé il y a pas longtemps, mais ça a vraiment créé un traumatisme de l'enfance que j'ai eu du mal à effacer et que encore aujourd'hui, je travaille dessus. Et je pense que je travaillerai dessus toute ma vie. Parce que c'est des choses qui marquent l'esprit et qui prennent vraiment du temps à être effacées, quoi. D'accord. Ok. Et tout à l'heure, on parlait du coup du passage par la jeune femme qui est collégienne. Et quel type d'élève tu étais jusqu'au collège, en fait, de la primaire jusqu'au collège? Est-ce que ça a eu tout ce que tu disais, ces séquelles physiques, mentales, ont eu des impacts sur ta performance scolaire, ce genre de choses? En
en primaire et au collège, pas forcément parce que déjà les professeurs étaient au courant, donc je pense qu'il y avait quand même ce côté où ils étaient indulgents. Oui. Non, au collège et en primaire, ça a été. C'est au lycée où vraiment, on en parlera sûrement après, mais ça a été très compliqué le lycée. Mais j'étais une élève. Non, j'ai pas eu de soucis à l'école. Vraiment, je faisais, on va dire, j'ai toujours été une élève qui fait le nécessaire. Voilà, qui fait en sorte d'avoir 10, 11 de moyenne pour que ça passe. D'accord. Mais voilà, j'ai jamais été la tête de classe, mais j'étais pas non plus celle. La dernière roue Voilà, du la carrosse. dernière, c'est ça. J'étais vraiment au milieu à faire ce qu'il faut pour que ça passe, tout simplement. Ok, Ouais. d'accord. Ça marche. Et ok, ensuite au lycée. Ah, le lycée, très compliqué. Très, très compliqué. Alors, positivement, on va dire, il y a eu le début de l'athlétisme qui est arrivé. Donc ça, quand même... Alors, Tu as commencé à l'âge de non, 16 ans. j'ai commencé l'athlétisme, fin primaire, mais c'est vraiment au lycée que ça a commencé à devenir intéressant par rapport aux compétitions et tout. D'accord. Donc il y a eu, en fait, c'est là où j'ai commencé à, dans l'athlétisme, trouver de la confiance, trouver de l'envie de performer, trouver de l'épanouissement. Donc à ce niveau-là, c'est positif. Il y a aussi le côté où, au lycée, je suis allée au lycée de Nogent-sur-Oise. Donc, population principalement noire, voilà. Et du coup, j'ai commencé à rencontrer des personnes de la même, ethnie ou Couleur de voilà, peau. même couleur de peau que moi, voilà. Et du coup, j'ai découvert un univers en fait qui m'était complètement étranger au final. Oui. Et j'ai apprécié. Mais en même temps, ça a été dur parce que je me suis aussi rendu compte que j'étais différente d'eux aussi. C'est-à-dire que j'étais différent des Blancs et j'étais différent aussi des Noirs, on va dire, qui ont baigné dans la culture noire. Et ça a été limite pire parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai ma place nulle part. En fait, j'ai ma place nulle part. Je me suis dit, mais en fait, Et puis, encore une fois, les jeunes ne se rendent pas compte, mais quand mes amis me sortaient des phrases un peu du genre, ah, mais toi, des fois, tu te comportes comme une blanche, pour eux, c'était une petite blague. Mais moi, tout de suite, ça me rappelait que, oui, j'ai pas été élevée par ma mère, j'ai vécu tout ça, et tout de suite, j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise. Et donc, ça a été dur. Et au lycée aussi, ma santé s'est dégradée. J'ai eu une occlusion intestinale, j'en ai eu 2 même. Donc ça, c'est quand l'intestin fait des nœuds. Voilà, et du coup, la nourriture passe pas. Bon, voilà, et ça a été dur parce que quand on a ça, on rate au moins 1 voire 2 semaines de cours à l'hôpital. Et après, il y a toute la rééducation. Voilà, rééducation, etc. Exactement. Ouais. Et ça a été très dur, tout ça, surtout en terminale. Et je pense que ça s'est ajouté avec le stress du bac. Et ce qui a fait que j'ai raté pratiquement tout le 3e trimestre et la moitié du 2e. Et en fait, j'ai raté mon bac la première année. Donc ça a été vraiment... pour moi, ça a été le la trou. Fin de ouais. tout, ouais. Pour moi, c'était vraiment... dans ma tête, je me disais... voilà, c'est la preuve que je pourrais jamais rien faire de ma vie. Que cet accident, il va toujours me bloquer, que j'aurais beau essayer, j'y arriverai pas. Et voilà, ouais. Et t'as eu quel bac? Quel bac tu avais passé? Bac S? Ouais. Ok. C'est ça. Et mais du coup, tu faisais déjà de l'athlé à l'époque, tu disais? Ouais, je faisais déjà de l'athlé. Mais ça, le mental que que tu avais réussi à développer en faisant de l'athlé à ce niveau-là, au niveau de on va dire, jeune athlète, Oui, du coup, oui. qui est en train de se former, de gagner des compétitions, en tout cas de performer petit à petit. Oui. Le mental, déjà à l'époque, n'a pas réussi à te faire passer Non, parce que, en fait, ça m'a, à cet âge-là, c'était un mental de l'athlétisme, ça me fait du bien. Voilà, c'était en mode, je vais m'entraîner, ça va me faire du bien, ça va me faire penser à autre chose, c'est cool. Je sais que je suis... On me dit beaucoup... En fait, je vais te parler comme si j'étais dans ma tête. Voilà, je vais à l'entraînement, c'est cool, je vais penser à autre chose. On me dit beaucoup, j'ai du potentiel, mais moi, je pense que je suis pas aussi capable que ça. Mais au moins, ça me fait du bien. Voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là, on va dire, au lycée, ça me fait du bien, ça me fait penser à autre chose. J'ai aussi l'impression d'être un peu comme les autres, mais je pense que j'irai pas très loin.
Voilà ce que je pensais à ce moment-là. D'accord. Bah après, en même temps, c'est vrai que c'est aussi l'aspect adolescence, jeune. Donc, je pense qu'en fait, c'est aussi des pensées lambda d'un adolescence où il apprend à découvrir son corps, apprend à accepter son corps et aussi... Ok, d'accord. Aussi, ouais. Ok, ça marche. Oui, parce que du coup, il y avait aussi ce côté-là où quand on fait de l'athlé, souvent les filles portent une brassière et un short. Oui. Et moi, je voyais les filles porter ça et moi, au début, j'y arrivais pas parce que j'avais mes cicatrices sur le ventre. Oui. Et c'était compliqué parce que du coup, j'avais envie de le faire. Mais dès que je le faisais, je sentais le regard des gens sur mes cicatrices. Mais au final, avec du recul, des fois, c'était des regards en mode « Ah ouais, elle a dû souffrir, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien savoir. » Moi, je le voyais comme « Oh là, qu'est-ce qu'elle a sur le ventre? C'est moche. » Alors que pas forcément. Oui. C'est ça. C'est l'interrogation, en fait. C'est juste la curiosité. Exactement. Et c'est normal. Mais à cet âge-là, tu ne sais pas. Surtout au lycée, collège, enfin, c'est vraiment des âges où on se cherche. Voilà, on a envie d'être beau, d'être belle, de plaire. Et moi, tout de suite, j'étais en mode, c'est sûr que c'est moche, quoi. Personne va aimer ça. Voilà, donc oui. Et du coup, échec au bac. Oui. Donc, je refais mon année. Moi, je voulais même plus aller au lycée, j'en avais marre. Je voulais abandonner. Je disais, c'est bon, je vais me trouver un travail. Et puis, tant pis, j'aurai pas mon bac. Puis, mon oncle et ma tante, ils me disaient, écoute, essaye au moins d'avoir ton bac. C'est vraiment... Il faut vraiment qu'on arrive au moins à ce niveau-là, parce que sinon, en France, c'est très compliqué. Ils avaient raison. Oui. Si on n'a pas son bac, c'est vrai qu'en France, on sait très bien que c'est compliqué, même si le niveau d'études ne fait pas tout. Mais aujourd'hui, on apprend aussi à savoir que ça veut pas dire grand-chose. Hein. C'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas le bac. Bien sûr. Je crois que Philippe Bouvard n'a pas son bac, par exemple. Non, mais ça, c'est sûr. Je dirais pas que ça ne vaut rien, non. Ouais. Mais il y a plein de personnes qui n'ont pas de bac et qui sont extrêmement intelligents et qui sont allés très loin dans la vie, contrairement à des personnes qui ont des bacs plus je sais pas combien et qui ne font pas forcément ce qu'ils auraient voulu faire. Voilà, qui sont pas forcément payés à la hauteur de leur année d'études. Tout à fait. Donc, et qui n'exploitent pas leur plein potentiel. Exactement. Tu vois. Alors que quelqu'un qui n'a pas son bac, comme tu te disais, Philippe Bouvard, j'en parle parce que c'est le premier qui me vient comme ça. Et j'avais vu un documentaire sur lui et c'était génial. Aujourd'hui, il a envoyé ses enfants, ses petits-enfants dans des grandes écoles. Bah oui. Et le gars, il est devenu un grand producteur, un animateur, un des plus grands animateurs en France. Tu vois, donc, et le mec, il a commencé comme il avait pas, je crois qu'il a à l'âge de 16 ans, il avait pas son bac. Il a commencé comme livreur de journaux, je crois. Et c'est comme ça qu'il a gravi les échelons. Tu vois? Parce qu'il s'est débrouillé, il a développé son propre mindset, sa propre façon de penser. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, manquent à l'école. On nous apprend beaucoup à faire des théorèmes de Pythagore, etc. Mais on nous apprend pas le mental. On nous apprend pas à se battre, à se trouver. Et ça, pour moi, c'est des choses primordiales qui devraient être enseignées. Pour moi, il devrait y avoir un cours développement personnel dès la maternelle, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai fait une formation de chargé de recouvrement et j'ai eu mais c'était en formation post-bac. Donc j'avais un prof de développement personnel. Okay, mais la question que je me pose, est-ce que c'est le rôle, parce que aujourd'hui avec toute la culture de lecture, de développement personnel, d'indépendance financière, j'entends beaucoup ça. Ouais. On nous enseigne pas l'indépendance financière à l'école. On ne nous enseigne pas le développement personnel à l'école. On ne nous enseigne pas le côté pragmatique, en fait, le côté très comment utiliser par exemple le théorème de Pythagore pour quelle est l'utilité de ce théorème dans la vie de tous les jours. C'est ça. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que c'est le rôle de l'école? Alors, je pose ça là comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? L'école, ça dépend si on s'arrête seulement au terme de l'école. L'école pour apprendre les choses théoriques, quoi. Oui. Mais en vrai, l'école, c'est l'éducation. Les toutes premières années, c'est les parents, on va dire, les parents et un peu de l'entourage ou la crèche pour ceux qui y vont. Mais à partir de 3-4 ans, l'école fait une grande partie de notre éducation. Que ce soit les gens qu'on va y fréquenter, les professeurs qui vont nous enseigner des choses, ce qu'on va y apprendre. Donc pour moi, oui, dans ce côté éducation, l'éducation n'est pas que le côté théorique. L'éducation, c'est aussi la personne qu'on veut devenir. Et pour moi, à l'école, on devrait
apprendre aussi la personne qu'on veut devenir et pas juste le métier. Parce que eux, je dis eux, bon voilà, l'éducation nationale, on veulent nous aider à savoir qui on veut devenir, mais en tant que métier. Mais c'est pas le métier qui nous définit. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui font un métier qu'ils n'aiment pas, dans lequel ils ne se retrouvent même pas. Ils se lèvent le matin, ils sont à l'extérieur de leur corps, en fait. Ils se lèvent, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et ils reviennent. Alors qu'à côté, tu as des personnes qui se lèvent, ils savent pourquoi ils se lèvent, limite ils veulent pas s'endormir parce qu'ils ont déjà envie d'aller travailler, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et pour moi, c'est ça qu'on doit apprendre à l'école, c'est à se trouver, à savoir qui l'on est et qui on veut devenir, en fait. Et ça passe par plein de choses. Il y a le côté théorique où du coup, t'apprends l'histoire, t'apprends la JO, t'apprends la SVT, t'apprends les maths pour voir dans quel domaine tu te sens bien. Mais il y a aussi le côté personnel, le côté personnalité, qui je suis en moi-même, avec les autres, et qu'est-ce que je vais apporter à ce monde, quelle est ma place, en fait. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas du tout. Mais même en études supérieures, on n'apprend pas ça. Et ça, pour moi, c'est un scandale, parce que quand tu vois dans d'autres pays, par exemple, si je prends les États-Unis, il y a ce côté-là. Tu as des profs, ils arrivent, le matin, tu te mets à la queue leu-leu, tu dois dire haut et fort une phrase qui définit une fierté que tu as eue cette semaine. Pour moi, c'est des basiques. Tout à fait. Et ça, il y a pas ça à l'école. Et même en France, je dis en France parce qu'on est en France, hein, mais il y a d'autres pays où l'éducation, c'est à revoir, l'éducation à l'école. En France, même le côté de l'échec, ils mettent trop d'importance sur le terme de l'échec. C'est-à-dire qu'ils apprennent pas aux enfants, oui, ça s'est pas passé comme tu voulais, mais comment tu peux apprendre de cela pour t'améliorer. Ils vont juste dire, ah bah t'as eu une mauvaise note. Ouais. Ou on va même te dire t'es nul. Voilà, c'est là où on va clairement, t'es nul, tu sais rien faire, tu n'iras pas très loin dans la vie. Ça, c'est des phrases que moi, on m'a jamais dit ça, mais je sais que j'ai des amis, on leur a déjà dit, tu n'iras pas très loin dans la vie, toi, tu deviendras pas, on va pas entendre parler de toi très longtemps. Ça, c'est des phrases, c'est dur. C'est dur. Des enfants qui entendent ça à l'école parce qu'ils ont une mauvaise note, c'est super dur, ça marque. Et surtout, ils y croient. Donc, ils restent là-dessus, je vais pas faire grand-chose de ma vie. En plus, des fois, ils rentrent chez eux. Et les parents, c'est pas mieux, parce qu'il y a ça aussi. Si derrière, tu as aussi des parents qui rajoutent, et quand ils voient ta mauvaise note, ils te disent, t'es un bon à rien, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, du coup, ça crée des personnes qui vont pas très loin dans la vie, parce qu'on leur a toujours dit qu'ils n'étaient pas capables d'aller loin. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Merci beaucoup pour tous ces mots. Parce que, en fait, tu le sais, tu l'as compris que c'est ce que j'essaye d'insuffler dans les gens. Et merci. Donc là, j'ai même plus rien à dire. Et tu as parlé de se trouver. Ouais. Comment tu t'es trouvé? Est-ce que tu t'es trouvé et comment tu t'es trouvé? Par quel outil pragmatique, quel outil simple? Ouais. Comment tu t'es trouvé, toi? Aujourd'hui, je peux dire que je me suis trouvée. D'accord. Je peux dire que je me suis trouvée, mais je pense aussi que dans cette base que j'ai réussi à avoir, pour moi, c'est une base de qui je suis, de ma personne, qui va forcément continuer à évoluer et se connaître. C'est l'histoire d'une vie. C'est-à-dire que même à 80 ans ou même plus, tu peux encore te dire, ah oui, je réagis comme ça, waouh, je pensais pas réagir comme ça. Mais ce qui est important, c'est de trouver une base, un socle sur lequel tu peux te baser pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, pour savoir de qui tu veux être entouré, pour savoir quelle est la bonne personne pour toi aussi, etc., etc. Et moi, alors comment je me suis trouvée? Alors déjà, ça passe par comment je réglais mes soucis, on va dire, quand j'allais pas bien. Quand je rentrais le soir, moi, il faut savoir que j'étais une ado enfant ado qui parlait pas beaucoup de ses problèmes. J'ai intériorisé beaucoup. Donc je rentrais, ce matin, je me disais, ça s'est bien passé l'école. Bon, comme n'importe quel parent te posait la question. Oui, ça s'est super bien passé. J'ai fait ça. Je monte dans ma chambre et je pouvais me mettre en 2 secondes à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête. C'est pas parce que forcément j'avais pas d'amis ou quoi, mais juste je sentais un mal-être qui ne se soignait pas et dès que je rentrais chez moi, le masque s'enlevait et dans ma chambre, surtout pas que chez moi, dans ma chambre, je pleurais. Et ce qui m'a aidé déjà à aller bien, c'est que quand j'étais petite, je me prenais un peu pour une folle à ce moment-là, mais j'avais plein de doudous.
Et en fait, les doudous, je les transformais en plusieurs fatous. C'est-à-dire qu'il y avait le doudou qui représentait la fatou énervée, le doudou qui représentait la fatou joyeuse, le doudou qui représentait la fatou triste. Et en fait, ces différents doudous se parlaient. Et la fatou triste demandait à la fatou joyeuse, j'aimerais bien être comme toi, comment je fais? Et ça, c'est des choses que je faisais très tôt. Et Génial. en fait, à cet âge-là, je me disais, je pensais que j'étais folle. Hein. Je me disais, des fois, je m'arrêtais dans mon lit, je regardais, je me disais, mais je suis vraiment folle. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, c'est ce qui a sauvé mon enfance, parce que j'arrivais à extérioriser, à méditer aussi et à me conseiller moi-même. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'était un comportement hyper mature. Et ça, c'est une première partie de comment je me suis trouvée, parce que j'ai su différencier les différentes personnalités que j'avais et réussir à me conseiller à moi-même très tôt. Donc ça a été quelque chose que j'ai toujours gardé, que je fais encore, bon, plus avec des doudous, mais je le fais toujours. Ensuite, il s'est passé quelque chose au lycée d'assez grave quand j'ai raté mon bac. Quand j'ai retenté, c'est que j'ai tenté de me suicider. Wow. Donc ça a été quand même quelque chose de très marquant. Oui. Et quand je me suis réveillée à l'hôpital, non, même pas, je venais à l'hôpital, pas du tout. Quand je me suis réveillée, je me suis dit qu'il fallait plus jamais que je fasse ça. Et surtout qu'il fallait vraiment que je comprenne pourquoi j'en étais arrivée là. Et ça a créé un déclic, parce que du coup, je me suis vraiment analysée de tout ce que je vivais. Je me suis vraiment rendu compte de ce qui était ma vie et de ce que ça avait causé pour que j'en arrive là. Et je me suis dit, OK, ton passé, c'est ça. Il faut que tu arrives à l'accepter et à comprendre comment tu peux te servir de ça pour que ça devienne une force et que tu n'aies plus à refaire ce genre de choses. Et se trouver, ça fait partie de accepter son passé. Parce que ton passé, c'est qui tu es. Tu peux pas... La personne que tu es aujourd'hui, elle serait pas la même sans le passé que tu as. Qu'il soit positif, qu'il soit négatif, que tu l'aimes ou pas, il est là. Donc, il faut... Accepter. C'est primordial que tu l'acceptes. Il ne changera pas. Tu peux changer tu peux influencer sur ton futur, le présent un petit peu, mais le passé, c'est fini. Donc, il fallait vraiment que je me dise, il faut que tu acceptes ça. Tant que tu n'auras pas accepté ton passé, tu ne pourras pas vraiment comprendre qui tu es et ce dont tu as besoin. Donc, il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Alors là, je te parle, j'étais fin de lycée, donc j'avais 19 ans, 20 ans, quoi. C'est assez jeune, quoi, en fait. Au final, tu te dis, les jeunes de 20 ans, ils ne pensent pas forcément à ça. Ils ne pensent pas forcément à quel a été mon passé, est-ce que je l'ai accepté. Ça, c'est plus des questions, on va dire, dans la normale, que tu te poses 27 ans, voilà. 25, à partir de, voilà, quand Exactement. tu commences à devenir un jeune adulte. Exactement, c'est ça. Donc moi, ça arrivait quand même assez tôt. En fait, je pense que c'est aussi l'aspect de comme tu as parlé de difficile, les trois mots qui définissent ton parcours. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là où c'est la difficulté de ce que tu as vécu. Exactement. Et c'est une des choses qu'on retrouve aussi souvent par les gens chez les gens qui ont traversé des moments difficiles. Ouais. Certains d'entre eux, ou pour ne pas dire beaucoup d'entre eux, développent justement cette force de caractère-là et se disent que non, plus jamais ça, comme tu as pu le dire. Et justement, ça forge. Et comme tu disais, de force de caractère, tout ça. En fait, je fais le lien avec tout ce que tu dis. Ça, en fait, et c'est ça lié, qui permet de se dire, OK, aussi, à ce jeune âge-là, à 19, 20 ans, d'autres personnes ont vécu, d'autres adolescents ont vécu des choses, mais la vie ne les pousse pas à des remises en question aussi importantes et aussi cruciaux. Ouais. Aussi crucial, pardon. Okay. Et donc, du coup, toi, forcément, à 19, 20 ans, tu développes une force qui va t'emmener loin, qui va t'emmener à de l'athlétisme, à performer, à tout ça. Donc, au coaching, tout ça. OK. Autre chose qui m'a permis de me trouver, donc juste après le bac, du coup, dans ce nouveau moi qui a fait cette tentative, mais qui est toujours dans cette recherche d'acceptation du passé et de me comprendre, du coup, je pars sur Amiens, faire mes études supérieures.
Donc, j'habite seule. Voilà, tu découvres la vie seule dans ton appartement. Et là, en fait, j'ai senti un soulagement de je suis indépendante. Je vais pouvoir vraiment compter sur moi. Parce que le problème, c'est que mon oncle et ma tante, surtout ma tante qui m'a élevée, de par ce qui m'est arrivé, m'a beaucoup couvé. Voilà. Elle était beaucoup là pour moi, faisait beaucoup les choses à ma place. Et moi, du coup, ça m'aidait pas forcément à me trouver et à avoir confiance en moi aussi, parce que je faisais pas forcément les choses par moi-même. T'arrives en études supérieures, t'es dans ton appartement, à 20 ans, ouais, là, tu sens des responsabilités, tu te lèves, tu dois faire à manger, tu dois faire le ménage, tu dois, voilà, enfin, tu commences à avoir des factures arrivées, t'as ton compte en banque, enfin voilà, tout ça fait que, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis quand même quelqu'un, je suis quand même une personne qui est capable de faire des choses toute seule et qui a sa personnalité et qui vit, et voilà, et tout ça, plus les études supérieures, l'athlétisme aussi qui augmente, le niveau monte, tout ça fait que je commence à avoir une forme de personne qui se dessine dans tout ce bordel, on peut dire. Ok. Et gros changement, ma coupe de cheveux. Ok. Ça, c'est arrivé aussi... Dans cette période-là. Ouais, dans cette période-là. Et ça a été vraiment le truc qui m'a... Un jour, et puis, en fait, c'était dans ma tête depuis un moment. Je me suis dit, OK, là, aujourd'hui, je le sens. J'ai appelé ma coiffeuse de l'époque. Elle me dit, vas-y, je te reçois aujourd'hui. J'y suis allée un peu sur un coup de tête. Et plus je voyais mes cheveux tomber, plus je me voyais, en fait. C'est ça, en fait. Plus je voyais mes cheveux tomber, plus je me voyais moi, la personne que je suis dans le miroir, et plus je m'acceptais. C'est vraiment la phrase, une femme qui change de couple, change de vie, c'est vraiment réel pour le coup. Et, je la connaissais pas. Ah ouais, je sais plus exactement ce que c'est, mais okay. Il y a une phrase comme ça qui dit toute femme qui change de coupe, coiffure, change de vie. D'accord. Et pour le coup, moi, ça a été ça, et ça a été un vrai déclic. Vrai déclic, ouais. D'accord. Waouh, ok. Donc c'est tout ça, plein de petits, mais les choses que je t'ai dites là, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué. Les choses qui t'ont marqué, c'est les choses qui t'ont permis de te trouver. L'indépendance, comme tu as parlé d'indépendance, tu as parlé d'indépendance, tu as parlé j'essaie de résumer le truc. Donc se trouver pour toi, c'est l'indépendance. Ouais. C'est accepter son passé. Ouais. Ok. Trouver, en fait, être confronté et aussi extérieur, tu vois, aussi la méditation. S'intérioriser oui. que extérioriser. En fait, c'est deux choses différentes, mais intérioriser pour vraiment dans son intérieur se comprendre. Oui. Mais aussi extérioriser, c'est-à-dire ne pas garder toutes ces ondes négatives, savoir même si c'est à l'écrit, même si c'est par exemple enregistrer des audios qui ne s'envoient jamais, même si c'est parler, un journal intime. Voilà, même si c'est parler à des peluches. Mais en fait, ces gens-là, ils sont pas fous. C'est juste qu'ils ont pas les personnes qu'il faut pour se confier. Et ils trouvent des objets, mais c'est pas mauvais en soi. Ouais. C'est une manière de faire. Ça me fait penser à un grand, je sais plus si c'est un peintre ou je sais plus qui quelqu'un qui a marqué le monde comme ça et qui se parlait à lui-même. Ouais. Je sais plus qui, ça me reviendra peut-être, mais ok. Et c'est vrai qu'il l'avait conscientisé, ça. Je sais plus qui c'était, je sais que quand j'avais entendu ça, ça m'avait beaucoup marqué, j'avais trouvé ça très intéressant. Ouais. Ok. Du coup, là, tu as parlé, tu as dit que tu as déménagé à Amiens et là, tu as commencé à performer, il y a l'athlétisme, tu vivais toute seule. Comment tu as réussi à comprendre et à te dire que là, ça y est, l'athlétisme, est-ce qu'il y a eu quelqu'un, est-ce que c'est toi-même, il y a eu une compétition ou une autre tu t'es dit, en fait, ouais, je veux bien faire ça. Et voilà, quoi. Parce que déjà, excuse-moi. Tu vas répondre à cette question, mais juste une toute petite, quand même avant. Tu as fait quoi comme étude, justement, après avoir finalement obtenu le bac? Alors, au début, je me suis lancée dans une année de sciences de l'éducation en fac. D'accord. J'ai arrêté très vite. C'est-à-dire qu'en novembre, j'ai arrêté parce que c'était pas du tout pour moi. Après, j'ai bossé. Et justement, dans ce côté, bosser, je me suis compris aussi des choses sur moi. Et après, je me suis lancée dans un DUT gestion des entreprises et des administrations. GEA, ok. GEA, c'est ça. Après, j'ai fait une licence
marketing, communication, événementiel, à distance. Donc là, je le faisais de chez moi. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais Exactement, un petit truc pour ça. l'événementiel. Ok, génial. Bac plus 4, Master 1 en communication événementielle, du coup. Et Master 2, Bac plus 5, Master en Startup Management. Génial. Entre-temps, il y a eu cette envie de lancer mon entreprise dans plusieurs domaines, être indépendante. Ça, c'est vraiment le côté... justement, quand je me suis vraiment trouvée, j'ai compris que je ne pourrais sûrement pas faire de salariat longtemps. Ok. Ça sera compliqué. Ou alors un salariat vraiment dans lequel je me sens bien. Ouais. Mais cette envie d'être son propre patron, quoi. D'accord. Et du coup, tu as dit, tu as bossé dans quel domaine? Juste pour savoir. Énormément de choses. De la vente? Ouais, j'ai fait de la vente, j'ai fait de l'accueil. Dans la mode? Ouais, vente dans la mode. J'ai fait de l'animation parce que j'ai mon BAFA. J'ai travaillé dans des grands groupes en tant je sais pas si tu connais Point P, Saint-Gobain. Oui. Voilà, j'ai travaillé chez eux en communication. J'ai fait de la création de vidéos. Voilà, j'ai un grand panel de... Ouais, c'est génial. J'ai un truc. Là, j'aime trop. Dis-moi. Tu as parlé d'animation, tu as parlé de BAFA. Ouais. Et je sais qu'il y a un point qui est très important, c'est la transmission. Ouais. En tout cas, qui est très important pour moi. Et tu as parlé d'école. Ouais. Tu as parlé des choses que l'école n'arrive pas à faire. Ouais. Donc, du coup, je voudrais savoir comment l'expérience de travailler en animation avec des enfants, du coup, c'est pas l'école. Non. Tu les as en centre de loisirs ou en vacances, en colonie de vacances. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu leur as transmis? Comment tu as réussi justement à pallier aux choses que tu as remarqué que l'école n'arrivait pas à leur apporter? Ouais. Très, très bonne question. Alors moi, forcément, déjà, j'étais contente de pas... Parce que j'ai fait plusieurs. J'ai fait l'animation en périscolaire. Donc, il y avait toujours ce côté scolaire. Et ça m'a très vite saoulée, il faut le dire. Parce qu'il y avait toujours ce côté, oui, il faut faire ses devoirs et tout. Et moi, en fait, je voulais être une animatrice, alors, entre guillemets, une animatrice cool. Forcément, avec qui les enfants s'amusent. Mais surtout... qui se sentent eux-mêmes. Moi, je voulais vraiment que les enfants, avec moi, ils arrivent à s'aimer. Et je voulais apporter cette petite touche de développement personnel, forcément, dans l'animation, mais sans faire trop, parce que voilà, ils sont jeunes aussi. Alors moi, j'avais surtout des enfants... Alors jeunes, finalement, pas tellement. J'avais des enfants fin primaire, voire début collège. Un âge clé. Voilà, un âge clé, justement. Qui ressemblait... Prépubère. Ouais. Exactement, qui ressemblait un peu à moi, ma période compliquée. Oui. Et du coup, moi, c'est vrai que je faisais beaucoup dans les activités que je faisais avec eux. Il y avait beaucoup de ce côté sport aussi, parce que je trouve que ça aussi, c'est un point, j'ai pas trop parlé, mais je trouve que dans l'éducation nationale, il n'y a pas assez le sport qui est développé. Oui. Effectivement. Bon, ça, c'est encore un autre chapitre sur lequel on pourrait parler des heures. Exactement. Je ne sais pas si tu as suivi l'interview de Teddy Riner, justement, qui en parle sur France 2. Bah oui. Okay, il dit clairement que la France n'est pas un pays de sport. Et c'est une réalité. Ouais. Et il n'y a que les gens que les sportifs qui font du foot qui peuvent dire que la France est un pays de sport. Mais le foot, au final, n'importe quel pays est un pays de sport. Si on se base sur le foot, sans dénigrer le foot, bien sûr, s'il y a des footeux qui nous écoutent, ne le prenez pas personnellement. Mais voilà, les autres sports, on sait très bien que la France n'est pas un pays de sport. Voilà, je souhaite qu'elle le devienne, mais non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un regard extérieur, hein. Oui, dis-moi. Et c'est mon appétence à vouloir mettre les choses en perspective. En tant qu'Africain, moi, je me dis, quand je regarde la France, j'ai dit que la France est un pays de sport. Ah. Tu vois pourquoi je veux dire ça? Tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire, bien sûr. Tu vois? Comme ça, oui. Moi, je mets les choses en perspective parce que c'est bien beau de regarder parce que forcément, si je te dis un pays de sport, tu vas me citer les États-Unis. Oui. Mais, donc là, c'est bien beau de regarder celui qui est devant toi. Mais si tu regardes celui qui est derrière toi, ou même à ton niveau, tu peux te dire que tu es un pays de sport. Moi, je considère que la France n'est pas un pays de sport, mais par rapport à comment le sport est géré au sein du pays. Ok, vas-y, intéressant. C'est dans ce sens-là, en fait, que je dis ça. Okay. C'est que... toi qui es dans le truc, dis-moi, comment c'est géré? Quand je dis n'est pas un pays de sport, c'est que c'est pas le sport n'est pas la priorité. Le sport n'est pas la priorité.
Moi, clairement, je vais dire les choses parce que voilà, j'ai pas peur de le dire. Quand on est à quelques mois des JO, que l'une des meilleures salles d'entraînement en hiver pour l'athlétisme en Île-de-France est réquisitionnée pour que l'équipe des États-Unis s'entraîne dedans, et que du coup, plusieurs personnes qui peuvent être dans l'équipe de France d'athlétisme au JO ne peuvent pas s'entraîner en intérieur parce qu'ils n'ont plus de salle, c'est un scandale. Un gros scandale. Un gros scandale, clairement. Un gros scandale. Jusqu'à aujourd'hui, plein d'athlètes ne comprennent pas ce qui s'est passé. Attends, tu vas me dire que les États-Unis n'ont pas, avec un pays qui fait 51 États, sont venus s'entraîner dans une salle en avance. Je sais même pas pourquoi autant de temps avant, parce que c'était fermé je crois même déjà en novembre, décembre 2023, la salle était fermée. Ils ont pas avec toutes les infrastructures que eux ils ont, comme tu disais en plus on sait que même l'athlétisme avec les grands coureurs qu'ils ont eu, donc ça leur a rapporté énormément d'argent. Ils peuvent pas, et en fait c'est ça que je comprends pas parfois dans la France. C'est vrai. Et là je comprends. Et voilà, tu vois pourquoi on dit c'est facile de regarder juste les performances, dire ah oui, on a un Teddy Riner, on a un Renaud Lavillenie, etc. Mais derrière tout ce qu'il y a, c'est parce que ça c'est des gens qui se sont battus eux-mêmes en fait, qui se sont dit j'ai un potentiel, je vais me battre, mais je vais pas compter forcément sur mon pays pour m'aider. Et encore, en fait, la France au niveau du sport, ils t'aident quand tu as déjà le niveau. Quand ils voient que tu brilles, ils vont t'aider. Mais il faut aussi penser aux 3, 4, 10 personnes derrière qui ont un potentiel. C'est eux qu'il faut aider. Parce que les gens qui sont déjà en haut, ils vont continuer à briller. Mais ceux qui sont un peu en dessous, c'est eux qui ont besoin d'aide pour vraiment briller. Et la France, non, eux, ils misent sur ceux qui ont déjà performent déjà. Voilà. Mais c'est non, dommage. Il faut miser sur le long terme. Et donc, pour le long terme, c'est ceux qui sont en train de devenir les champions. Mais en fait, c'est les deux en réalité. Les deux, bien sûr. Les deux. Tu performes, mais c'est comment aussi tu transmets, comment les académies que tu mets en place pour justement aussi emmener d'autres. Et eux, ils misent que sur les champions, déjà établis. Et du coup, ce qui fait, c'est que là, depuis ces dernières années, derniers mois, en fait, en tout cas, moi, je vais rester sur l'athlétisme, parce que voilà, tous les, on va dire, du 5e du bilan français jusqu'au, on va dire, 10e, il y en a beaucoup qui partent représenter leur pays d'origine. Moi, d'où le fait que c'est pas seulement pour ça que j'ai voulu représenter la Guinée, mais il y a de ça. Il y a plusieurs personnes, le Mali, Sénégal, qui partent parce que en France, ils n'ont pas cette reconnaissance, cette considération qu'ils considèrent méritée. Et pour moi, on la mérite parce que on fait quand même des podiums nationaux et malgré tout, on se sent pas reconnu, on se sent pas considéré en fait. Alors eux, ils vont nous dire oui, mais en même temps, l'athlétisme, les résultats sont pas fameux. Oui, mais pour qu'on ait des résultats fameux, il faut aussi qu'on nous fasse confiance, qu'on mise sur nous. Oui, bien sûr. Et on ressent pas ça. En fait, je vois un peu la France comme une personne qui attend que tu performes et là qui dit ok, c'est bon, je te prends dans mon équipe. Ouais, mais moi, j'aimerais bien aussi cette personne qui dit lui, il n'a pas performé, mais je veux qu'il soit dans mon équipe quand il va performer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, la différence. Les deux sont importants, mais en France, on n'a que le profil du c'est bon, il a performé, je le veux dans mon équipe. Et ça fait mal parce que ceux, des fois, qui sont champions aussi, il y en a aussi qui ont ce côté, le talent naturel un peu, qui fait que tu vas performer tôt, et du coup, tu vas être pris en charge et tu vas continuer à performer. Moi, je sais que je fais partie de ces personnes qui n'avaient pas forcément un talent naturel au début, qui a dû se battre mentalement et physiquement, du coup, de par ce que j'ai eu. Et j'aurais aimé aussi qu'il y ait une personne qui me voit et qui se dise « Ouais, mais attention, cette petite-là, pour l'instant, vous la voyez, elle n'a pas confiance en elle, tout ça. Mais moi, je suis sûre que dans quelques années, elle va exploser. Et je la veux dans mon équipe. » La Guinée a fait ça. D'accord. La Guinée a fait ça et je représente la Guinée. Aujourd'hui, j'ai des perfs internationales. Et si je vais au JO à Paris, j'aurai le drapeau guinéen. Ok. Voilà. Et... Génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok. Donc, pour revenir à la question précédente. Ok. Sur l'aspect où, quand tu arrives à Amiens et l'athlétisme, comment tu te révèles? Est-ce que c'est quelqu'un qui voit un potentiel en toi ou c'est toi-même qui tu commences à te dire ouais, ça, je fais ça de mieux en mieux, ou t'es perf? Justement, je suis arrivée à Amiens. Donc, Amiens, un gros club. Oui. Gros club de France avec beaucoup de sauteurs en plus. Oui. Un club aussi qui se dit formateur, donc qui sait avoir des athlètes
entre guillemets, pas très bons au début, mais qui ont du potentiel et ils savent les emmener à un certain niveau. Et avant, j'étais dans un bon club, un gros club aussi, mais moins gros, il me semble, que Amiens, qui était le club de Nogent-sur-Oise. Et je suis arrivée sur Amiens et donc je suis tombée sur mon ancien entraîneur, Jean-Paul, qui a été comme un deuxième papa, clairement. Il est arrivé, il m'a dit, je me souviens, la première phrase qu'il m'a dit, quand il m'a vu sauter, il m'a dit « Oula, il y a tout à refaire ». Waouh. Et moi, je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce que je fais là? Mais juste après, il m'a dit, mais t'inquiète, on va tout refaire ensemble. Okay. Et tout de suite, je me suis sentie acceptée telle que j'étais, en fait. J'ai senti que, parce que je lui avais parlé de mes problèmes de santé, parce que ça aussi, ça a été compliqué dans l'athlétisme quand même, hein, ça a pas toujours été facile avec différents entraîneurs. Oui. Mais lui, j'ai senti ce côté, oui, t'as des problèmes, mais c'est pas grave, on va y arriver. Vraiment ce côté où, limite, il disait que mes problèmes de santé, c'était des problèmes comme tout le monde, qu'on allait quand même réussir à trouver. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vraiment, je me suis sentie une athlète comme les autres avec lui. Il me faisait des séances d'entraînement à part. Et du coup, j'avais cette satisfaction de faire ma séance du début à la fin. Contrairement à d'autres entraîneurs où j'avais la même séance que les autres, j'arrivais pas à la tenir. Et du coup, je sentais à chaque fois que j'étais différente parce que je pouvais pas tenir ma séance. Et c'est avec cet entraîneur, Jean-Paul, que j'ai vraiment développé ma confiance en moi dans l'athlétisme. Je me suis dit que j'étais capable d'aller faire du haut niveau. C'était vraiment avec lui. Il a vraiment travaillé au niveau mental. Bon, il y a tout en faisant des performances, mais avec lui, je me suis vraiment dit, je peux devenir quelqu'un en athlétisme. Et c'est vraiment grâce à lui. Aujourd'hui, malheureusement, il nous a quittés parce qu'il est décédé d'un cancer. Et ça a été très dur, forcément, quand il est parti, parce que le club, c'était lui. C'est vraiment, quand on voyait Amiens, le club d'Amiens, on voyait Jean-Paul, tout le monde le connaissait, tout le monde l'aimait. C'était le papa de tout le monde, tous ces athlètes, c'était comme leur papa. C'était l'ami des autres entraîneurs. Enfin voilà, c'était vraiment quelqu'un de connu. Et quand il est parti, ça a été très dur pour tout le monde. Et, il est décédé il y a combien de temps? L'année, j'ai du mal à me souvenir, mais il y a au moins 4-5 ans. Okay. Au moins 4-5 ans, il me semble. Oui, je crois. Ouais. Tu es un peu... Ouais, non, mais c'est pas souci. Mais ça a été dur. Ça a été dur, mais en même temps, il nous a quand même préparés parce que aux compétitions, il n'était pas tout le temps là. Et il faisait exprès de nous laisser notre autonomie. Et je pense qu'il sentait aussi peut-être que le cancer devenait de plus en plus compliqué à gérer. Et petit à petit, il prenait de moins en moins de place aux entraînements, aux compétitions. Et justement, c'était peut-être pour nous préparer à son départ. Mais moi, pour ça restera toujours... pour moi, c'est lui, en tant qu'entraîneur, qui a eu le plus gros rôle dans ma carrière sportive parce qu'il m'a eu à un moment où j'avais pas confiance en moi, où j'avais pas des bonnes performances. Et quand tu as une athlète... Mais j'avais un gros potentiel. Donc, il a fallu qu'il gère le fait de savoir où je pouvais aller, mais qu'il accepte qu'aujourd'hui, c'était pas forcément le timing de me dire que j'allais devenir une grande athlète. Même s'il savait que j'en étais capable, j'allais pas l'entendre. Donc, il a su juste avoir cette optique de « Ok, tu as des problèmes de santé, on va refaire tout ce qu'on a à refaire, tranquillement, on verra où ça nous mène. » Mais je suis sûre que dans sa tête, il savait qu'on allait aller loin. Mais il a su ne pas me mettre de pression, ne pas me l'imposer. Et moi, du coup, j'ai su trouver ce côté relax dans l'athlétisme, en fait. Je vais performer, je vais augmenter mon niveau, mais relax, on est cool. Et ça, c'est un truc aujourd'hui que je garde et qui me permet de... Quand je commence à trop me mettre de la pression, je repense à ces moments-là et ça me calme beaucoup. D'accord. En gros, là, c'est un peu la technique du doucement, mais sûrement, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. On peut dire quelque part, c'était un visionnaire, en fait. Ouais. Ah bah oui, clairement, il avait une vision de l'athlétisme à lui. Et on le sentait, et ouais. D'accord. Du coup, Jean-Paul comment? Pour que les gens veulent aller voir un peu son parcours. Est-ce que lui-même a été athlète? Oui, il a fait des combinés. Lui, il a fait des combinés. Donc, les combinés, c'est plusieurs épreuves. D'accord. C'est un peu moins d'épreuves que le décathlon. D'accord. Je sais plus exactement combien, mais voilà. Et donc, c'est Jean-Paul Bourdon. Bourdon. Et d'ailleurs, ils ont refait le
le stade d'athlétisme d'Amiens et la piste porte son nom. Ah, Et génial. c'est là-dessus que j'ai fait ma meilleure performance.